Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Eduardo, Bonjour Michael. ça va bien? On t'entend super bien également. Je Tout à pense que fait. les autres également t'entendent. Ok. On va juste patienter 2 minutes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont nous prendre et puis je vais peut-être introduire avant de commencer. Ok. Tu donnes bonjour. Tu peux gérer l'entrée des participants, s'il te plaît? Bonjour, Michael. Oui, effectivement, j'y suis. Super. Alors, démarrer. Top. Bon. Donc, on peut démarrer. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, nous souhaitons également la bienvenue pour ce troisième webinaire du chapitre PMI Sénégal. Je dirais que c'est un webinaire qui va porter sur un thème qui est aussi intéressant que les précédents thèmes que nous avons abordés. Et on essaiera de pouvoir linker l'intégration de la cybersécurité dans le cycle de vie d'un projet de manière basique. Et à cet effet, nous avons pu obtenir notre speaker qui va nous entretenir durant cette thématique. Alors, je dirais que ce webinaire est une occasion unique pour explorer vraiment ce thème, une occasion pour nous d'apprendre, d'en savoir davantage sur des stratégies innovantes pour pouvoir nous permettre euh, de créer de la valeur. Et je pense qu'à l'issue de ce temps que nous passerons ensemble avec notre speaker qui s'appelle Radiatou Orobele, nous pourrons vraiment en savoir davantage sur cette thématique. Alors, je donnerai rapidement également aussi les objectifs que nous pourrons atteindre à l'issue de ce webinaire. Premièrement, nous tenterons de présenter l'importance de la communication efficace et de la sensibilisation à la cybersécurité au sein d'une équipe projet, de discuter également de l'importance d'intégrer les pratiques de la cybersécurité méthode pour incorporer la cybersécurité dans le cycle de vie du projet en lui-même et comprendre l'importance qu'il y a de comprendre entre la cybersécurité dans la gestion de projet, d'avoir une vue assez globale de la sécurité dans la réalisation de nos projets, de connaître les différentes méthodes et techniques qui sont employées pour cette incorporation de la cybersécurité dans le cycle de vie d'un projet et surtout d'en savoir davantage. Quels sont les risques que peuvent encourir le fait de négliger l'intégration de la cybersécurité dans une phase projet au thème de cycle de vie. Et à cet effet, notre speaker nous permettra d'en découdre énormément. Comme je l'ai dit, chairman et CEO de OGI, le conseil d'intégration des solutions de cybersécurité basé à Paris, en France, et également aussi en Afrique. Elle accompagne les entreprises dans les différents continents du monde, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et également l'Asie. Elle est également formateur et mentor sur tout ce qui touche à la cybersécurité. Elle opère depuis plusieurs années dans le domaine de la cybersécurité et plus précisément dans le pilotage et l'intégration de ces solutions de Est-ce que c'est moi? Michael, je pense que Parfois, ton on a des micro achats. coupe. Oui, effectivement. Michael? C'est un cabinet très coté, très Michael? connu, basé en France. Oui.
Bon, s'il y avait des petites coupures Bonjour tout le monde. dans ta présentation. Bonjour. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Maintenant, oui. Mais il y avait des zones de coupure, en fait, quand on parlait. Ok. Donc, je continue peut-être la présentation. Au besoin, certainement, Radiato pourra compléter la présentation si peut-être l'auditoire n'a peut-être pas compris ou échappé quelques bouts de sa présentation. Ok. Elle pourra nous donner davantage sur sa présentation. Donc, sur ce, je vais laisser toute la place à notre intervenant qui va nous présenter ce qu'elle a prévu nous partager sur cette thématique. Et évidemment, à la fin, on pourra se poser les différentes questions et pourquoi pas apporter des éléments de contribution, bien évidemment, sur ces thématiques qui nous interpellent tous. Donc, Radiato, je te donne peut-être la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. N'hésitez pas si aussi quand je parle, il y a des coupures à m'interrompre pour me le notifier. Je vais juste partager mon écran rapidement et je vais vous laisser me dire aussi si vous voyez mon écran. Oui, votre écran. Ok. Et là, est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Non. Oh, oui, Non, là maintenant, oui. c'est bon. Oui. Ok, ça marche. Rebonjour à tous. Merci Michael pour la présentation. Je vais juste rapidement voilà, vous dire. Moi, je suis Radiatou Urobele, je suis expert en cybersécurité et aujourd'hui chef de projet delivery lead sur des sujets de cybersécurité. Je ne vais pas reprendre la présentation globalement. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je pense qu'après, il y a aussi une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à noter vos questions et à les poser dès qu'on passe les slides. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intégration de la sécurité dans le cycle de vie d'un projet. Donc là, c'est vraiment une sécurité dès l'aube et c'est vraiment l'art d'intégrer cette cybersécurité à chaque étape du parcours projet. Donc, bon, je suis certifiée, je pense qu'après, on pourra toujours ISO 27001, qui est un standard en cybersécurité de renom, CyberHack, sur tout ce qui est thématique de gestion d'accès à privilèges, parce qu'aujourd'hui, oui, moi, mon expertise, c'est plus sur tout ce qui est gestion des accès à privilèges, tout ce qui est sécurité du cloud, protection de données. Je suis également Scrum Master, certifiée aussi sur les thématiques de gestion d'infrastructures à clé, les PKI et aussi de sécurité réseau industriel avec Nozomi Network. Et donc, comme Michael l'a dit, on va aborder ces sujets-là. On va faire une petite sensibilisation sur la cybersécurité pour ceux qui ne savent pas du tout ou ceux qui entendent voilà, de loin. On va parler aussi de l'importance de communiquer, de sensibiliser correctement avec les équipes projets en termes de cybersécurité. On parlera aussi de pourquoi c'est important d'intégrer les pratiques de cybersécurité dans les phases initiales de projet. Et aussi, on va aborder concrètement quelles sont les méthodes pour incorporer la cybersécurité dans toutes les phases du cycle de vie d'un projet. Et finalement, comment cela réduit les risques et améliore la résilience de l'organisation. Donc déjà, en termes de cybersécurité aujourd'hui, bon, je fais un focus sur les pays africains vu qu'on est à PME Sénégal. On pense que les pays africains, ils semblent oublier que digitaliser sans protéger, c'est très, très dangereux. Aujourd'hui, on a plein de projets de digitalisation sur le continent, mais je ne pense pas qu'on pense correctement à la partie sécurité et pourtant on doit. Pourquoi on doit le faire? Parce que, d'ailleurs, pourquoi on le dit? Simplement parce que la cybersécurité, ce n'est pas aujourd'hui une priorité dans les organisations, on peut le sentir. Rien que le fait de travailler avec certains des gens ou de les présenter les choses, on voit que parfois les gens ont même des attaques, mais ils ne prennent pas ça tellement au sérieux parce qu'ils ont peut-être le budget pour payer tranquillement.
On voit aussi qu'il y a une faiblesse des infrastructures. Donc, ce n'est pas vraiment robuste la sécurité des infrastructures qui est mise en place dans les entreprises. On a un gros manque de compétences. Donc, ça, c'est plutôt un problème mondial, mais il est beaucoup plus accru en Afrique. On peut comprendre aussi pourquoi. Et on a remarqué aussi vraiment qu'il y a une grosse absence de sensibilisation des entreprises et des usagers. Donc, il faut savoir que tout cela, ça rend l'Afrique particulièrement vulnérable par rapport aux cyberattaques. Pourtant, voilà, la nécessité pour les entreprises de renforcer leur stratégie de cybersécurité est vraiment de mise, en fait, si on ne veut pas assister à un chaos numérique en 2024. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres rapidement. Donc, dans le monde aujourd'hui, en coût de la cybersécurité sur 2023, ça a coûté 6 billions de dollars. Et 6 billions, c'est 10 puissance 12, donc 1000 milliards de dollars. Et il y a aussi une analyse, voilà, une étude de Kaspersky qui montre que 43% des entreprises qui sont victimes de cyberattaques subissent une perte de données. Ça veut dire que les attaquants ont leurs données. Donc, qui parle de données, parle de… On a un peu le nerf de la guerre de l'entreprise et on peut faire tout ce qu'on veut. Et il y a un chiffre qui est plutôt voilà, un peu alarmant, c'est que en termes d'attaques par seconde dans le monde, on a 1232 attaques par semaine en moyenne sur une organisation. C'est énorme. Et on va voir rapidement avec le cas de l'Afrique que si je commence par le nombre d'attaques par semaine, on en a plus. Donc, une organisation en moyenne en Afrique se fait attaquer 2012 fois. Et voilà, le coût de la cybercriminalité en Afrique en 2021 était de 3,5 milliards d'euros. C'est énorme. En fait, c'est quand même un manque à gagner. Je pense qu'avec cet argent, on peut faire beaucoup d'autres choses sur le continent. Donc, c'est dommage de le perdre comme ça. Et en termes de prévisions, ça, c'était les prévisions sur 2023. Il y avait, voilà, on avait prévu qu'il y aurait 18% d'augmentation des cyberattaques par rapport aux années antérieures. Donc, je pense qu'avec les nouvelles études qui vont paraître en 2020, on verra concrètement qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Maintenant, globalement, si on veut parler du niveau de maturité en cybersécurité entre le monde et l'Afrique, aujourd'hui, dans le monde, on remarque que 52% en moyenne des organisations discutent de cybersécurité dans leur comité. Et en Afrique, on se retrouve à 38% en moyenne qui discutent de la cyber. Et j'ai trouvé que c'était important quand même de vous présenter un peu les chiffres sur le nombre de postes manquants en cyber, autant dans le monde qu'en Afrique, parce que ça peut aussi vous orienter en termes de formation, réorientation de carrière, parce qu'on assiste beaucoup aussi à ça aujourd'hui. Donc, globalement, dans le monde aujourd'hui, en 2023, on a 3,5 millions de postes qui sont vacants en cybersécurité non occupés. Et il y a une estimation en 2025 qui fait que le chiffre passerait à 4,5 millions de postes. Maintenant, si on prend le cas de l'Afrique, aujourd'hui, on a 750 000 postes vacants de cybersécurité. En 2023, c'est l'analyse. Et en 2025, d'ici 2025, on passerait à 1 million de postes vacants. Donc, c'est pour dire, la cybersécurité, c'est vraiment une aubaine. Il y a tellement de choses à faire, c'est tout un monde et tout le monde a sa place. En gros, si c'est quelque chose qui intéresse, partant de la stratégie jusqu'à la partie technique. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Je vais vous parler de quelques attaques qu'il y a eu sur le continent fin 2022 et 2023. Je ne parlerai que de 3. Il y en a énormément. Mais je vais commencer par le cas de l'armée de Côte d'Ivoire qui s'est fait voler 50 gigas de données à caractère personnel. Dans ces données, il y avait des échantillons de numéros de matricule des officiers, il y avait des extraits de naissance, il y avait des conversations internes. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y avait des informations critiques sur certaines opérations qu'il y a eu. Donc, vous voyez à quel point c'est dangereux. Le deuxième cas, c'est plutôt dans le secteur bancaire avec BOA du Mali. Je pense que vous connaissez tous BOA ici. Donc, c'était en février 2023. BOA s'était fait attaquer et on leur a demandé 10 millions de dollars. Il fallait qu'ils payent. Et donc, il faut savoir qu'officiellement, quand les chiffres communiqués comme ça, c'est 10 millions de dollars, il faut savoir qu'en back-end, en arrière-plan, c'est beaucoup plus, mais voilà, les entreprises ne veulent pas communiquer vraiment. Donc, officiellement, en tout cas, c'est 10 millions de dollars. Donc, vous vous rendez compte que c'est énorme.
Et qui dit on est rentré dans le système de BOA Mali, je peux vous dire que ça veut dire qu'on est dans le système de tout BOA partout en Afrique, dans le monde, et peut-être même qu'on a pu rentrer dans le système des entreprises partenaires, en fait, de tous les fournisseurs, tous les partenaires. Donc voilà un peu vraiment ce qui se passe en termes de cyber, le risque. Et on est au Sénégal aujourd'hui, donc je vais quand même parler un peu du cas du Sénégal qui est dernièrement, c'était en octobre 2022, il y a eu un piratage du système informatique de l'ARTP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, par un groupe d'attaquants qu'on appelle Karakurta. Donc, voilà un peu globalement les attaques dont j'ai trouvé important et jugé mieux d'en parler, qui regroupent un peu plusieurs secteurs, simplement pour vous dire que ça ne se passe pas qu'ailleurs, ça se passe vraiment partout. Et voilà, il y en a qui communiquent, il y en a qui ne communiquent pas. Donc, globalement, s'il y a quelque chose à retenir en termes de cybersécurité, c'est quoi? Donc, d'après le NIST, le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology, il définit la cybersécurité comme étant la protection de l'information d'une part, la protection des systèmes informatiques d'autre part, contre tout ce qui est accès non autorisé, tout ce qui est modification ou destruction dans le je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Dans le but de garantir la confidentialité de ces données-là, leur intégrité et leur disponibilité. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, la cybersécurité, notre objectif, simplement, quand on arrive dans un projet, c'est de nous assurer que les données de ce projet il y a une certaine confidentialité de cette donnée, il y a une intégrité de cette donnée qui n'est pas altérée et qu'il y a une disponibilité de ces données. Ça veut dire qu'elles sont disponibles quand on en a besoin. Donc, voilà, tout en se protégeant contre les menaces. Donc, généralement, vous allez voir que dans les entreprises, en tout cas celles qui ont un certain niveau de maturité, il y a des équipes qu'on appelle les équipes de ISP ou sécurité dans les projets, où souvent, quand il y a un projet dans l'entreprise qui est numérique, on alloue une personne en fait qui va étudier, voilà, faire une analyse de risque de ce projet-là et s'assurer que ces critères-là, en anglais, c'est CIA et en français, c'est DIC, que ces critères sont respectés. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie, qui est l'importance de la communication et la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que 95% des brèches de cybersécurité sont principalement causées par l'erreur humaine, selon une étude IBM. C'est d'ailleurs pour ça que au sein d'OGIT Consulting, notre Genius Model, il est basé à 85% sur le fait de mettre en place et d'outiller les entreprises pour pouvoir mieux sensibiliser, bien former le maillon faible qui est l'humain. Et on n'a que 15% voilà, de notre offre de service qui est basée sur la partie vraiment technique, parce que nous croyons vraiment que, et ça c'est un peu une erreur que les gens font, les gens pensent que la cybersécurité c'est que technique, mais comme j'ai dit non, c'est vraiment, ça part de la stratégie, ça part vraiment de former les collaborateurs, les sensibiliser correctement et voilà, après sécuriser aussi les systèmes, parce que vous avez beau mettre des millions de dollars à sécuriser un système, tant qu'une personne quelque part va mettre un mot de passe sur un post-it et le coller sur son ordinateur, j'ai envie de dire qu'on aura accès à tout et ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de communiquer, de sensibiliser à la cyber. Donc, globalement, ici, on va voir un peu les risques potentiels du manque de communication et de sensibilisation à la cybersécurité. Donc, déjà, un premier risque, c'est les erreurs humaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait que, par exemple, une personne, voilà, par inadvertance, il va ouvrir une pièce jointe qui est malveillante ou va partager son mot de passe comme ça à son collègue ou à quelqu'un. On a aussi le cas des violations de données, comme le cas de l'armée de Côte d'Ivoire l'année dernière. On a le cas des pertes financières, comme le cas de BOA et de plein d'autres. On a, par exemple, le fait qu'on ait des comportements qui ne sont pas sécurisés. Des exemples, c'est simplement le fait que je suis sur un réseau Wi-Fi public et je me connecte quand même avec ma machine professionnelle du boulot, ou simplement je télécharge une application qui n'est pas vérifiée
Donc, c'est tellement dangereux parce que, par exemple, le fait de télécharger une application qui n'est pas vérifiée fait que cette application peut contenir un cheval de Troie ou une backdoor. Donc, vous l'avez installé sur votre système, le cheval de Troie est installé et donc l'attaquant, à travers votre seule machine, il peut faire des escalations et carrément être dans les systèmes critiques de l'entreprise. Donc, voilà à quel point c'est important. Donc, le fait aussi qu'on ne sensibilise pas ou qu'on ne communique pas fait que les gens ignorent simplement les menaces. Ils ne savent pas voilà, qu'il y a des attaques de phishing, qu'il y a même des logiciels malveillants. Il y a aussi le fait que les gens ils manquent de préparation aux incidents. C'est-à-dire que je ne suis pas assez formée, je n'ai pas une bonne com. Il y a un incident aujourd'hui de sécurité, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, c'est vraiment important que les communications soient claires, que les gens soient sensibilisés. Par exemple, si on prend le cas des entreprises qui sont matures en matière de cybersécurité, vous verrez que sur un PC professionnel, par exemple, il y a un post-it. Souvent, on met le SOC, la SOC et on met un numéro de téléphone. Ça veut dire que quand il y a un problème, directement, c'est ce numéro qu'il faut appeler et la chaîne va se débloquer. Eux, ils feront ce qu'il y a à faire. Donc, c'est très important. Et on a remarqué aussi qu'il y a un non-respect des politiques de sécurité. Ça veut simplement dire quoi? Vous avez beau appeler les plus grands experts du monde qui vont venir vous faire une belle politique de sécurité qui coûte très cher. Tant que vos collaborateurs ne sont pas sensibilisés à l'importance de cette politique, ils ne vont pas l'appliquer. Et voilà, c'est vous qui perdez finalement. Donc, c'est important de prendre le temps de faire les choses correctement. Et le dernier cas dont je parle ici, c'est le fait de la perte de confiance, en fait, ou de réputation, de crédibilité. Par exemple, je prends moi-même mon cas, j'étais dans un pays africain il y a quelques mois. J'avais ma carte bancaire et il y a plein de guichets, plein de banques. Et voilà, je voulais mettre ma carte dans le GAB, en fait, de cette banque. Et j'ai juste pensé à l'attaque qu'ils ont eue. Et je me suis dit, non, 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 si je mets ma carte ici, voilà, peut-être qu'il y a encore des attaquants qui sont là et mes données comme ça bancaires se retrouvent dans la main des gens ou même sur le dark web. Donc, j'ai préféré aller chez un concurrent et retirer mon argent. Donc, voilà le manque à gagner qu'il y a et des radias, il y en a énormément. Donc, c'est à quel point c'est important. Voilà. Donc, on va parler aussi, l'importance de communiquer, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est si vous prenez les standards et les normes de sécurité tels que ISO 27001, le NIST, Cybersecurity Framework et le COBIT, vous verrez que voilà, c'est quelque chose qui est fortement recommandé et qui a des aspects de ces normes-là qui nécessitent l'implémentation de cette communication et sensibilisation à la cyber. Donc là, je vous donne quelques exemples de best practices en matière de communication. Donc, j'aborde 4 points. Le premier point, c'est simplement mettre en place un plan de communication clair et précis. Je pense qu'il y a plein de chefs de projet ici. Mettre en place des plans de com, je pense qu'ils savent très bien faire. Donc, mettez en place un plan, mais qui est clair. C'est-à-dire, dans le plan, on voit bien quels sont les objectifs de cette com, c'est quoi les messages clés qu'on veut partager, c'est qui les cibles, on veut partager ce message à qui? Des gens du service juridique, des collaborateurs du métier, il faut définir la cible. Des parties prenantes, il faut définir. Et quels sont les canaux de communication qu'on va utiliser? Deuxième aspect, il faut diffuser des messages vraiment réguliers et pertinents. La répétition est pédagogique. Voilà, c'est très important. Les messages doivent être clairs, ils doivent être concis sur les risques de sécurité et les bonnes pratiques de cyber à mettre en place. En troisième point, il faut vraiment utiliser une variété de canaux de communication, pas ici que sur un seul. On peut utiliser les emails, par exemple. On veut communiquer sur l'intranet. On peut faire des réunions d'équipe où on sensibilise, où on communique. On peut faire des affiches qu'on va mettre voilà, dans l'entreprise. Et surtout, on peut former aussi. Et d'ailleurs, il faut former. C'est très important. Et le dernier point, c'est qu'il faut encourager le dialogue et les questions. Ça veut dire que en tant que chef de projet, vous êtes responsable de créer un environnement serein où vos collaborateurs peuvent venir vous faire part voilà, des préoccupations qu'ils ont, des questions ou même qu'ils puissent vous communiquer ce qui s'est passé au fait. Voilà. Et ici, on prend le cas de la sensibilisation, quelques best practices. C'est le fait d'organiser des formations régulières, surtout qui sont adaptées aux besoins et au niveau de connaissance des participants. Et d'ailleurs, chez nous, au sein d'OJ, on a vraiment une offre
principal qui est, on va vous former, on va vous sensibiliser, mais d'abord, on va quand même faire une évaluation de votre... oups, on va faire... OK. Juste là. On va d'abord faire une évaluation de votre niveau de sécurité et de là, on fait un plan d'action détaillé par rapport à de quoi vous avez besoin en termes de sensibilisation, de quoi vous avez besoin en termes de formation, qui a besoin de quoi. Donc, c'est très important. Les formations un peu globales comme ça et tout, bon, c'est mieux que rien, mais on peut faire mieux. Et ensuite, il faut aussi organiser des jeux et des quiz. C'est une très bonne manière de former, de sensibiliser les gens. Ça ne doit pas se faire que dans des cadres stricts. Donc, à travers les jeux, par exemple, les gens apprennent beaucoup plus rapidement. Par exemple, en exemple, chez un de nos clients récemment, c'était pour la journée de la cybersécurité en octobre dernier. Ils ont mis en place des stands où, par exemple, les collaborateurs à la pause café ou à la pause à midi, ils peuvent venir jouer, genre, ils répondent à des questions et quand ils gagnent, on leur donne des goodies, on les donne des mugs, etc. Donc, c'est intéressant, c'est une ambiance intéressante et on a envie de participer au fait en équipe. Donc, c'est aussi intéressant de faire des jeux et des quiz. Et il ne faut pas lésiner sur le fait de diffuser des témoignages ou des études de cas. C'est-à-dire parler vraiment des cas pratiques qu'il y a eu de cyberattaques, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit même chez des partenaires. Supposons on a une banque, parler du cas des attaques publiques qu'il y a eu et les étudier. Ça permet à vos collaborateurs d'être sensibilisés, de se dire, OK, ben, si c'est arrivé à cette banque-là concurrente, ça peut nous arriver aussi. Voici ce qui a causé le problème. Voici ce qu'il faut faire pour éviter ça, etc. Important. Donc, globalement, quand on a une bonne communication, une bonne sensibilisation à la sécurité, les avantages, c'est que déjà, on est conforme à tout ce qui est normes et réglementations cyber auxquelles on est soumis. On a une culture de sécurité qui est vraiment robuste. On a une réduction des risques, hein, rien qu'en faisant une détection précoce des menaces. On gère mieux les incidents de sécurité et le plus important, c'est qu'on protège correctement les actifs de l'organisation. Donc, supposons que dans tout ce que j'ai dit, voilà, il y a eu beaucoup d'infos. Si vous voulez commencer en tant que chef de projet dans vos équipes, voilà, j'ai 5 tips que vous pouvez mettre en place. C'est simplement, par exemple, vous pouvez envoyer un email hebdomadaire avec des conseils de sécurité. Vous pouvez organiser, comme j'ai dit, un quiz sur les bonnes pratiques en matière de mots de passe, par exemple. C'est hyper important, les mots de passe, les accès, parce que dans tout ça, les attaquants font tout pour tomber, pour rentrer dans un système. Donc, les credentials, les mots de passe sont importants. Ensuite, vous pouvez diffuser une vidéo sur les risques du phishing, par exemple, parce que ça sévit beaucoup le phishing. Vous pouvez mettre en place aussi un système de signalement des incidents de sécurité très, très important. Et aussi, vous pouvez organiser une journée de sensibilisation à la cyber. Donc, vous verrez globalement qu'une communication, une sensibilisation régulière et efficace va simplement permettre de réduire les risques de cyberattaque auxquels on peut être soumis. Et ça va permettre aussi de protéger les données sensibles, aussi bien de votre projet que de l'entreprise globalement. OK, donc là, on est à midi. Je crois qu'on a encore 15 minutes. Donc, l'importance d'intégrer les pratiques de sécurité dès les premières étapes de projet, c'est quoi? C'est que déjà, quand on intègre tôt les pratiques de sécurité, on va pouvoir faire des contrôles de sécurité sans friction. En fait, il faut noter que la cybersécurité, c'est quelque chose qui agace les gens parce que les gens de base, ils avaient leurs anciennes pratiques, ils faisaient les choses, tout allait bien. Aujourd'hui, vous venez leur dire, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça pour vous protéger. Donc, eux, ils ne voient pas l'importance. Donc, c'est vraiment important que les contrôles, vous le mettez en phase en amont du projet. Donc, dans ce sens, par exemple, vos contrôles de sécurité vont être cohérents avec les objectifs du projet et la sécurité ne sera pas perçue comme un obstacle, mais vraiment comme quelque chose d'important et de central, en fait. Bon, en fait, par exemple, j'ai eu le cas d'un client dans le secteur des ressources par rapport à un projet de gestion d'accès à privilèges. En fait, on avait mis en place précédemment une solution qui coûtait 3 millions d'euros et toute l'entreprise, on parle vraiment des dizaines de milliers d'utilisateurs. En fait, ils boycottaient simplement la solution parce que, voilà, on ne les avait pas intégrés en phase amont des projets. Et donc, après, on a dû carrément, il y a eu des changements fonctionnels de politique
qui ont fait que les choses ont été remises en place. Et à ce moment-là, bon, j'avais eu l'occasion, la chance encore de participer à ce projet. Et là, par contre, on a intégré les bonnes parties prenantes dès le début. Et finalement, vraiment, ça s'est bien passé. Donc, c'est hyper important d'intégrer tôt la cybersécurité. Ça réduit aussi et élimine les risques parce qu'on identifie les risques potentiels et vulnérabilités très tôt. On réduit voilà, les probabilités de failles et d'atteinte à la protection des données et on gagne surtout de l'argent parce que on réduit les incidents. Or, qui dit incident veut dire perte d'argent. Donc, ça permet de réduire les coûts. Et aussi, on a une optimisation de la collaboration et de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on favorise le fait vraiment d'avoir une culture de sécurité intéressante au fait. Et surtout, on a une belle coopération entre les équipes fonctionnelles. Parce que quand on intègre tôt la sécurité, ça veut dire qu'on a une équipe fonctionnelle sécurité au début qui communique déjà avec l'équipe juridique, finance, etc., etc. Donc, elles toutes se voient comme des collaboratrices et finalement, la sécurité devient centrale. Et tout le monde s'assure que, OK, dans ma partie, OK, est-ce que j'ai bien respecté les éléments de sécurité et tout le monde collabore correctement. Donc, un autre avantage, c'est le fait qu'on réussit à avoir une culture proactive contre les réponses réactives. Aujourd'hui, c'est une remarque. En Afrique, par exemple, la plupart des entreprises, elles sont vraiment sur la réaction. Ça veut dire que c'est quand elles ont une attaque ou un incident de sécurité qu'elles vont chercher des experts qui vont venir travailler dessus. Pourtant, on peut vraiment être plus proactif, comme on le dit, intégrer la sécurité plutôt, faire les choses correctement, être beaucoup plus serein. Et globalement, ça permet de faire des économies, comme j'ai dit, autant de ressources que de coûts, parce qu'on évite, voilà, on évite tout ce qui est travaux de reprise coûteux et d'intégration a posteriori. Et ça, je dirais même que c'est l'avantage de l'Afrique. D'ailleurs, dernièrement, en Guinée, je crois que c'était en décembre dernier, j'ai animé un panel sur tout ce qui est cybersécurité, security by design, dans cette transformation digitale. On disait que, en fait, dans les autres pays en Occident, par exemple, ils avaient leur système, ils avaient fait leur évolution, je vais dire informatique, ils avaient leur système et la sécurité est arrivée. Donc, ils sont obligés, parfois on est même obligé de casser des systèmes parce qu'on ne peut pas intégrer la sécurité dans l'existant et de reconstruire de nouveau, ça coûte tellement cher. Et en Afrique, on a cette chance quelque part d'avoir été un peu en retard par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un plus de profiter de cette occasion et directement, quand on est en train de numériser, intégrer la sécurité. Ça nous permet d'avoir des systèmes beaucoup plus performants et de faire de grosses économies de coûts. Donc voilà, on ne doit vraiment pas rater cette révolution-là et on doit vraiment tirer avantage de ça. Donc globalement, voilà, la cybersécurité, ce que je veux juste dire, c'est que ça doit faire partie intégrante de l'ADN de chaque projet à cette ère du numérique parce que voilà, on est déjà à l'ère du numérique et ça exige un changement fondamental dans la façon dont nous abordons la cybersécurité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus traiter la cybersécurité comme si c'est une préoccupation isolée, mais voilà, limite, ça doit être, on doit penser sécurité dans tout, en fait, dans cette ère numérique. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on intègre la sécurité dans les phases amont, dans les phases initiales d'un projet? C'est simplement de faire une analyse de risque. Voilà, vous savez très bien ce que c'est que les analyses de risque en gestion de projet. Voilà, c'est de faire une analyse de risque cyber. Ensuite, il faut définir clairement quelles sont vos exigences de sécurité. Ça peut couvrir des sujets comme sur tout ce qui est authentification, comment vous souhaitez que les gens soient authentifiés, comment vous souhaitez que les utilisateurs soient autorisés à accéder au système. Est-ce que vous voulez, bon, en tout cas, je ne veux pas dire, est-ce que vous voulez chiffrer, voilà, est-ce que vous voulez qu'il y ait du chiffrement ou pas, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il faut chiffrer, comment, et surtout comment est-ce qu'on protège la donnée, parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. En troisième point, par exemple, il faut intégrer des principes de gouvernance de la sécurité dans la structure de gouvernance globale du projet. Il faut choisir des fournisseurs et des solutions sécurisées hyper importants. Aujourd'hui, j'avoue que je ne connais pas d'entreprise qui n'a pas de fournisseur. Et il faut savoir que la cybersécurité, comme on dit, la sécurité d'une entreprise, c'est simplement la sécurité de son maillon le plus faible. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, une banque, vous avez je ne sais pas combien de centaines de fournisseurs. Votre niveau de sécurité, quel que soit tout ce que vous mettez en place, c'est juste le niveau de sécurité du plus petit fournisseur, en fait. Donc, c'est important de regarder. Et d'ailleurs, j'avais aussi animé un webinaire dessus, je crois, il y a quelques mois, sur tout ce qui est TPRM, Third Party Risk Management, donc la gestion de risques cyber liés aux tiers.
c'est carrément toute une autre, tout un segment de la sécurité où voilà, il faut faire un ensemble d'actions, des due diligence, etc., avant de sélectionner un fournisseur. Même quand on le sélectionne, comment on fait pour s'assurer qu'il a un niveau de sécurité toujours bien? Et après, voilà, donc c'est hyper important. On ne choisit pas les fournisseurs en ignorant ce côté sécurité. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une nouvelle fonctionnalité du NIST 2 qui incorpore le fait que avant, par exemple, les entreprises n'étaient pas, quand il y a une attaque de cybersécurité, ils pouvaient simplement se dédouaner et dire que ah, ça vient de ce fournisseur et c'est à lui la faute. Mais aujourd'hui, avec le nouvel élément de l'UNIS 2, une entreprise ne peut plus se dédouaner. Ça veut dire qu'elle est responsable de toute cyberattaque, bien que ça vienne d'un fournisseur. Donc, ça change totalement la donne. Et donc, c'est hyper important de regarder aussi de ce point-là. Et il faut aussi adopter des méthodologies qui intègrent des principes de sécurité. Par exemple, il y a la méthodologie Secure Development Lifecycle. Bon, je ne l'ai jamais utilisée et tout, mais voilà, c'est une des méthodologies qui intègre directement les principes de sécurité. Ensuite, il faut former, sensibiliser vos équipes. On ne cessera jamais de le dire assez à tout ce qui est risque de sécurité. Il faut effectuer des tests réguliers pour identifier quelles sont les vulnérabilités que vous avez, quelles sont les menaces. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça à travers tout ce qui est test de pénétration, test d'intrusion, tout ce qui est analyse de vulnérabilité. Et il ne faut pas aussi oublier la partie où il faut faire des gestions de changements sécurisés. C'est-à-dire que dans les projets, vous savez très bien, il faut mettre en place des process pour les gestions de changement. Donc, assurez-vous que vos gestions de changement soient sécurisées. C'est-à-dire, on ne va pas venir faire un changement où on sait que finalement, ça crée un problème dans la confidentialité des données ou dans l'intégrité. Donc, il faut s'assurer que tout ça, c'est carré et conforme. Donc là, on va parler du dernier gros bloc qui est les méthodes pour pouvoir incorporer la cybersécurité dans chaque phase du cycle de vie d'un projet. Donc, globalement, on va parler de 6 thématiques principalement. La première, c'est pour le faire, il faut dans un premier temps définir vos objectifs de sécurité. Très important. Après avoir défini vos objectifs, il faut faire une analyse de risque. Après avoir fait l'analyse de risque, il faut mettre en œuvre des contrôles de sécurité. Vous allez voir que c'est vital, les contrôles de sécurité. Ensuite, vous avez fini de faire ces 3 éléments, il faut surveiller et tester votre sécurité. Voilà, la phase de monitoring. Et il faut, après la phase de monitoring, déployer et maintenir cette sécurité-là que vous avez mis en place. Et même quand le projet, c'est même pas même, quand le projet est terminé, il faut s'assurer de toujours examiner, améliorer votre sécurité. Donc, quelque part, on est un peu dans de l'agilité aussi, quoi. Donc, il faut s'assurer qu'on est toujours compliant. Donc, la première étape, qui est la définition des objectifs de sécurité, qui va se faire en phase initiale du projet et tout. Donc, déjà, il faut définir quels sont les principaux objectifs et attentes que votre projet a en termes de confidentialité, comme j'ai dit, d'intégrité, de disponibilité, de responsabilité par rapport à la donnée. Ensuite, il faut définir comment vous allez mesurer et évaluer vos performances et vos résultats en matière de sécurité. Vous savez très bien la définition des KPI, parfois on parle de KRI, ça dépend des projets. Et en troisième lieu, il faut définir quelles sont les normes et obligations légales, éthiques et réglementaires auxquelles vous, votre projet et votre activité êtes soumis. Si vous êtes sur un projet, par exemple, où il y a des histoires d'applications financières, bancaires, de cartes bancaires, par exemple, il va falloir que vous soyez soumis au… Il va falloir. En tout cas, ça serait bien quand même que vous soyez compliant au PCI DSS, par exemple. Dans certains secteurs, on va dire, il faut que vous soyez compliant ISO 27001. Donc, c'est en fonction de votre projet qu'il faut définir c'est quoi les normes en vigueur auxquelles vous devez être soumis. Et donc, ça se fait en début de projet. Donc, quand vous répondez à ces questions globalement, vous allez pouvoir établir une vision et une portée de sécurité claire et surtout cohérente pour votre projet en termes de sécurité. Donc, la deuxième phase, c'est la phase d'évaluation des risques. On le fait très bien dans un projet normalement, donc il faut juste la faire par rapport à la partie cyber. Donc, dans un premier temps, il faut que vous effectuiez une évaluation des risques pour déjà identifier et analyser les sources potentielles et les impacts des menaces
et des vulnérabilités voilà, de sécurité sur votre projet. Ensuite, il va falloir pouvoir hiérarchiser et catégoriser les risques. Comme je dis, on le fait souvent dans les projets, même classiquement, hein. Donc, voilà, il va falloir pouvoir déceler quels sont les risques les plus critiques et les plus pertinents. Donc, pour hiérarchiser, par exemple, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a par exemple la matrice des risques qu'on peut utiliser. On peut faire des analyses de vulnérabilité pour pouvoir le faire. On peut faire des tests de pénétration. Donc, c'est vraiment important. Quand vous savez que, voilà, OK, pour mon projet, voici les risques critiques. Vous savez maintenant que, OK, je dois allouer des ressources, telles ressources pour pouvoir travailler sur ça, pour pouvoir mitiger le risque. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, toujours dans cette partie évaluation des risques, il va falloir planifier des stratégies d'atténuation et d'urgence appropriées. Donc, il faut comprendre que l'évaluation des risques, c'est vraiment une pierre angulaire en fait d'une stratégie de sécurité solide. Tout passe par là, tout commence, quel que soit ce qu'on fait en sécurité, on commence toujours par, voilà, il y a toujours cette phase d'analyse de risque, là, d'évaluation de risque qui est primordiale. Ensuite, cette phase-là, elle jette aussi en même temps les bases d'une stratégie de sécurité qui est efficace et qui est surtout ciblée et essentielle au maintien de l'intégrité de votre projet. Donc, c'est une phase vraiment importante qu'il ne faut pas bâcler, qu'il ne faut pas éviter, qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, on a la partie où il faut mettre en place les contrôles de sécurité. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est quoi les contrôles de sécurité? Les contrôles de sécurité, c'est simplement les mesures hein, et les mécanismes que vous allez venir appliquer dans l'objectif de prévenir, dans l'objectif de détecter ou de répondre aux incidents et de répondre à tout ce qui est violation de la sécurité. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut avoir, on a 3 types de contrôles globalement. On peut mettre en place des contrôles administratifs. Les contrôles administratifs, c'est quoi? C'est le fait de définir des politiques, des procédures et des directives. Je prends un exemple concrètement, c'est tu viens dans une entreprise, ils ont mis en place une politique de gestion des accès. C'est-à-dire que dans cette politique, ils vont dire, OK, comment j'identifie un utilisateur numérique? OK, l'utilisateur est identifié. C'est quoi les types de profils que je vais avoir? OK, peut-être lui, c'est juste un utilisateur qui va avoir accès à la page web et tout. OK, là, c'est un utilisateur qui doit pouvoir donner accès à d'autres. Là, c'est un utilisateur qui est plutôt un administrateur qui va avoir accès à la base de données où il y a les données de carte bancaire. Donc, c'est hyper important. On identifie les personnes, on identifie les rôles qui peuvent exister, on identifie comment on va autoriser, quels sont les critères qui vont permettre d'autoriser quelqu'un à avoir accès à une ressource, etc., etc. Donc, ça, c'est ce genre d'éléments qu'on peut avoir dans une politique de gestion d'accès, par exemple. Et maintenant, après, il y a les contrôles techniques. Les contrôles techniques, c'est tout ce qui est, qui est en lien avec les composants matériels, les logiciels et les réseaux pour appliquer une mesure de sécurité. Ça veut dire simplement, supposons tout de suite, j'ai parlé de la politique où on est en train de dire que, peut-être dans la politique, on va dire, nous, dans notre entreprise, si on veut accéder à un système, il faut qu'on se trouve à Dakar. Donc, dans le contrôle technique, vous allez utiliser, il y aura des systèmes de sécurité, des outils de sécurité où on va mettre en place des configurations qui vont restreindre la connexion au système de l'entreprise, par exemple, à partir des serveurs qui ont les IP de Dakar. Donc, ça fait que si moi, je m'amuse, je vais au Cap-Vert, je ne vais pas pouvoir me connecter. On va envoyer des alertes à mon système pour dire, ah, elle est au Cap-Vert, elle n'est pas au Sénégal, donc crois, elle ne peut pas se connecter. Donc, ça, c'est vraiment des systèmes vitaux et tout, nécessaires en fait dans les entreprises. Et le troisième type de contrôle, c'est les contrôles physiques, historiques, hein. Donc, les contrôles physiques, c'est quoi? C'est simplement le fait de mettre une serrure. C'est simplement le fait d'avoir des barrières, des capteurs. Dans une entreprise, on sait qui rentre, on sait qui sort. Voilà, parfois, on sait même qui est rentré à quelle heure, qui est sorti à quelle heure. Comme on le dit souvent, ça ne sert à rien voilà, de mettre en place un gros système de sécurité et puis vous n'avez même pas fermé la porte où il y a une petite fenêtre derrière et puis quelqu'un va rentrer dedans, rentrer dans le data center, se connecter. Ça ne sert à rien. Donc, voici le troisième niveau de contrôle. Donc, je disais que le fait de mettre en place les contrôles de sécurité, c'est important parce que déjà, ça nécessite de faire un examen attentif hein, de la manière dont les contrôles vont interagir avec les fonctionnalités et les objectifs de votre projet.
Donc, il ne faut pas mettre des contrôles parce que vous avez vu le voisin mettre des contrôles ou parce que vous avez vu quelque part dans une procédure qui traîne qu'il faut faire tant, 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 tant. Non, il faut s'assurer que ces contrôles-là, ça match avec les fonctionnalités et les objectifs de votre projet. Ensuite, il faut avoir une approche globale de la chose parce que cette étape-là, elle est vraiment vitale et elle garantit le fait que votre système de défense va être robuste, il va être multicouche parce que vous avez vu qu'on a parlé de plusieurs types de contrôles et surtout, il va être adapté au profil de risque de votre projet. Voilà, et surtout à ses besoins opérationnels. Donc, c'est très important cette phase-là. Ensuite, le quatrième élément, c'est le fait de surveiller et tester la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on le fait? On le fait à travers les collectes et des analyses de données et des commentaires sur les performances et l'efficacité voilà, des systèmes que vous avez mis ou des procédures en matière de cybersécurité. Donc, pour ça, c'est bien de mettre en place des indicateurs, de faire des audits. Par exemple, moi, chez un client, je travaille sur les audits sont passés, ils ont fait leurs audits, on a sorti tout ce qui ne va pas dans l'entreprise. En fait, c'est une entreprise qui est partout dans le monde pratiquement, hein, dans plein de pays, Afrique, dans tous les continents. Et donc, on va dire, OK, il y a ces éléments qui ne vont pas bien et donc, vous devez remédier à ça. Et donc, moi, je vais m'assurer que, OK, toutes les remédiations sont faites par tout le monde, partout dans le monde et que c'est fait correctement. Donc, pour que je puisse faire ça, simplement, c'est parce que on va définir ensemble avec les audits quels sont les indicateurs sur lesquels eux, ils vont me contrôler. Donc, ils vont définir ce qu'on appelle des KRI, des Key Risk Indicators. Donc, par exemple, je prends un exemple, il y a un gros projet de passage au cloud de toute l'entreprise. Donc, on va dire, OK, pour passer au cloud, le truc le plus important, c'est les accès des administrateurs. Donc, on veut s'assurer que, OK, dans cette entreprise, on a, supposons, on a par exemple 3000 accès utilisateurs à ce fournisseur cloud. Est-ce que ces 3000 accès utilisateurs sont sécurisés? OK, on ne sait pas. Nous, on veut te contrôler sur quelque chose. On veut qu'au bout de à la fin de l'année, on veut par exemple que notre risk appetite, le niveau de risque qu'on accepte, on veut que ça soit à 5%. Ça veut dire qu'on veut qu'il n'y ait que 5% qui ne soient pas sécurisés. Donc, moi, mon travail, c'est de m'assurer que, je ne sais plus 5% de 3000, c'est combien, mais c'est de m'assurer que toute la différence, là, elle est sécurisée sur toute l'année. Donc, c'est important de mettre en place des indicateurs au début. Ça permet de contrôler, de s'assurer que les choses sont surveillées de la meilleure manière. Voilà. Donc, par rapport toujours à cette partie surveiller, tester la sécurité, il faut aussi effectuer des tests souvent et une validation régulière et surtout rigoureuse des contrôles de sécurité que vous avez mis en place en amont. Donc ça peut se faire à travers tout ce qui est revue de code. Ça fait toujours partie des audits. Tout ce qui est test unitaire, il faut faire des tests d'intégration, il faut faire des tests d'acceptation utilisateur. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier vos utilisateurs. Les utilisateurs, c'est vraiment le cœur de la chose. Il faut s'assurer qu'ils fassent des tests et que, genre, les corrections sont bien faites, les choses sont sécurisées. Il faut toujours trouver le bon compromis entre le fait qu'eux aussi soient à l'aise, en fait, à faire la chose. Donc, voilà. Globalement, quand on fait tout ceci, voilà, hein, sur cette phase, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir identifier et corriger les erreurs. C'est-à-dire, on a défini les contrôles de sécurité, on les a mis en place. On veut maintenant pouvoir corriger les erreurs, les identifier, corriger les lacunes ou les faiblesses, en fait, qu'il y a eu lors de la conception et de la mise en œuvre de la sécurité. C'est un peu comme une rétro, en fait, pour ceux qui sont agiles et tout. C'est comme une étape de rétro, la phase de rétro pour s'assurer que, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui marche, etc., etc. Et aussi, ici, l'objectif, c'est de vérifier, de démontrer que vous avez un bon niveau de conformité et en termes de qualité, en matière de sécurité, vous êtes au top. Et donc, je pense que ça, c'est l'avant-dernière phase. On a fini de s'assurer que tout est conforme. C'est de déployer et maintenir cette sécurité-là vraiment en production. Donc ici, il faut s'assurer que les contrôles et les fonctions de sécurité sont correctement configurées, les parties techniques. Elles sont bien intégrées et activées dans l'environnement de production. Voilà, donc on est à la phase finale, hein, du projet. Il faut s'assurer aussi que ces contrôles, comme je dis, ils sont compatibles et surtout, ils sont interopérables avec d'autres systèmes et plateformes. Ça ne sert à rien de mettre en place des contrôles de sécurité sur
votre projet et que c'est compliqué maintenant pour votre projet d'interagir avec les autres plateformes au sein de l'entreprise ou les autres systèmes. Vous allez voir que ça sera simplement boycotter votre projet. Donc, ça ne sert à rien. Donc, assurez-vous que c'est compatible. Et aussi, il est hyper important de fournir un support et une maintenance continue pour votre sécurité. Ça veut dire que quand il y a un support, vous encouragez les utilisateurs à utiliser vos solutions, en tout cas, tout ce que votre projet a fourni, vous encouragez les utilisateurs à l'utiliser parce que quand ils ont un problème directement, ils savent qui contacter et puis on s'occupe bien d'eux. Or, quand vous n'avez pas un bon support, et ça, je l'ai déjà aussi vécu sur certains projets, en fait, votre solution est simplement boycottée parce que les gens, ils comprennent rien, c'est trop compliqué pour eux et puis ils se disent que ben, on peut s'en passer. Donc, c'est hyper important d'avoir un support. Et donc, qu'est-ce que le support va faire simplement, c'est quand il y aura des mises à jour, ils vont les faire, ils vont appliquer les correctifs, parfois qui peuvent être des patchs, hein. Ils vont appliquer les correctifs quand il faut, ils vont faire les sauvegardes qu'il faut et les récupérations. Sauvegarde hyper important parce que voilà, il ne faut pas que quelqu'un manipule quelque chose et puis tout votre système tombe ou toute partie du système tombe et on n'est pas capable de récupérer sa donnée. Bon, à cette ère, c'est hyper important. Donc, il faut mettre en place les sauvegardes qu'il faut et il faut gérer voilà, tous les incidents ou les problèmes de sécurité qui arrivent en fait, par rapport à votre projet. Et donc là, voilà, c'est vraiment la phase, ce qu'on appelle la phase 5 hein, de votre projet de clôture. Et maintenant, vraiment, ce qu'on fait en dernier lieu, c'est qu'on va examiner et améliorer continuellement cette sécurité-là. Ça veut dire que ici, le projet est terminé, vous avez fini. Donc, il faut maintenant évaluer et mesurer vos résultats en matière de sécurité. Il faut collecter toujours les commentaires et les leçons apprises de votre équipe elle-même, de votre équipe projet, des parties prenantes et aussi des utilisateurs, toujours dans l'amélioration continue. Et il faut aussi identifier et mettre en œuvre voilà, toutes les opportunités et recommandations pour améliorer voilà, et optimiser votre sécurité. Et il faut surtout préparer et planifier les défis et les changements futurs en matière de sécurité que vous allez avoir. Donc, comme je dis, ça, c'est vraiment après avoir terminé votre projet. Donc, vous pouvez le faire à des intervalles aussi réguliers. Et comme ceci, vous pouvez donc vous assurer que votre projet reste sécurisé et reste pertinent dans ce paysage dynamique hein, et évolutif de la sécurité. Donc voilà, globalement, on va juste rapidement finir avec tout ce qu'on a vu là, le fait d'intégrer la sécurité tôt dans tout le cycle de vie d'un projet, comment ça réduit les risques et comment ça améliore la résilience. Donc simplement, comment est-ce qu'on réduit les risques avec ça? C'est que déjà, on identifie très tôt les risques, on met en place des contrôles qui sont adaptés, on réduit les coûts, comme je l'ai déjà dit, on améliore tout ce qui est conformité aux réglementations, on est mieux préparé aux menaces et surtout, on protège les données d'une façon continue. Et comme je l'ai dit, les données, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, pour l'entreprise, là, on quitte un peu le projet. Globalement, quels sont les avantages pour l'organisation? C'est qu'une entreprise, ce qui est important pour elle, c'est vraiment que ses actifs critiques soient sécurisés. Donc, vous allez pouvoir assurer la protection de ces actifs critiques voilà. Et surtout, la continuité des opérations. Parce que vous savez très bien que quand il y a interruption d'opération, ça veut dire perte d'argent. Et peut-être que vous avez déjà subi ces pressions. Il y a une panne et tout le management vous tombe dessus et on vous chiffre un peu combien vous êtes en train de faire perdre à la boîte. Donc, c'est hyper important, en fait. Et c'est les avantages que cette sécurisation donne à l'entreprise. Ça permet aussi de renforcer la confiance, au fait, de l'entreprise auprès de ses clients auprès de ses parties prenantes. Et ça donne un avantage concurrentiel, il faut le dire, avec le cas que je vous avais raconté au début. Et aussi, ça permet à l'entreprise de pouvoir s'adapter aux nouvelles menaces continuellement parce que les bons systèmes ont été mis en place. Donc, il y a de la veille et on se met à jour constamment. Donc, voilà un peu globalement. Peut-être que ça a été un peu rapide, mais bon, j'ai essayé de vous mettre un peu les éléments par rapport à comment donc intégrer la sécurité dans les projets et quels sont donc les avantages de cette communication et de cette sensibilisation à la sécurité. Donc, je pense que là, on est prêt pour les questions. Merci beaucoup, Radiato. Je pense que cela n'a pas été rapide, mais je pense qu'on a pu en tirer beaucoup de choses à travers les différents slides qui sont passés.
Merci encore à toi. Donc, je Ok. pense qu'on pourra peut-être passer, comme tu l'as dit, à une phase de questions-réponses, mais éventuellement, si parmi les participants, il y a peut-être des contributions, des éléments à donner pour pouvoir enchérir la thématique qui est abordée, ces compléments sont les bienvenus. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, si vous voulez poser une question, vous pouvez soit lever la main et on vous donnera la parole pour pouvoir poser la question. Bon, moi, je retiens beaucoup de choses en termes de cybersécurité. Et pour nous qui sommes dans la discipline de gestion de projet, on y voit un peu que c'est beaucoup plus dans la phase amont, à l'entame du projet, bien même avant que le projet ne démarre, que certaines dispositions doivent être prises en compte au niveau du chef de projet et des membres de l'équipe, et pourquoi pas même de l'ensemble des parties prenantes pour permettre à ce que les choses puissent bien se dérouler. Donc, on a Mohamedou Mbengue qui a levé la main. On lui donnera la parole. Vas-y, Mohamedou, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, bonjour. Je vais arrêter le Vous partage. m'entendez bien? Oui, oui. Ok, merci beaucoup à Radio Tour. Je pense que la présentation était très intéressante. Nous passons beaucoup de temps à sensibiliser sur ces aspects cyber, mais juste une petite contribution par rapport au marché que nous connaissons, parce que nous évoluons également dans la cyber, entre autres. Euh, 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 Contrairement, nous avons un problème en Afrique, nous n'avons pas la culture des données. Et on n'encadre pas suffisamment pour remonter les alertes de sécurité et les incidents de sécurité. Ouais, vous verrez dans beaucoup de pays, il n'y a pas de CERT nationaux, il n'y a pas de, même s'il existe, voilà, il n'y a pas de mesures coercitives pour que les gens puissent remonter les incidents. Ce qui fait qu'il y a des attaques qui se passent, il y a des incidents de cyber qui sont très graves qui se passe aussi bien dans le public que dans le privé, mais personne n'en parle. Mais quand on est de l'autre côté où on nous sollicite souvent, voilà, nous pouvons dire que, contrairement à ce qu'on passe par rapport à cette maturité-là, dans beaucoup d'industries, qu'il s'agisse de l'agro-industrie, de la banque ou du secteur public, voilà, les gens sont très bien conscients parce qu'ils ont eu un électrochoc. Qu'il s'agisse de perte de données, qu'il s'agisse d'attaques au rançongiciel. Voilà, nous avons eu plusieurs clients qui ont eu des problèmes, surtout de pertes financières, hein, qui nous ont sollicité pour du forensic, de l'investigation, voilà, au-delà des missions d'audit. Donc, ce qui veut dire que voilà, il y a cette prise de conscience, mais ce n'est en train d'arriver qu'à ceux qui sont touchés par les incidents de sécurité. Vous avez parfaitement raison. Donc, ça veut dire qu'on reste à un niveau de maturité qui est faible. Et quand on doit mener ces projets, parce que quand on est en entreprise également, on essaie de voir au-delà, vous l'avez dit, des aspects technologiques, nous voyons qu'on n'implique pas suffisamment les autres départements qui peuvent être impliqués dans le management de la sécurité de l'information. Les départements juridiques, conformité, risque, ils sont partie intégrante de la gestion de la cybersécurité. Quand on prend la partie compliance, je vais m'arrêter un peu sur cette partie compliance, conformité légale réglementaire. Nous sommes allés dans plusieurs organisations où de l'IT au juridique, les gens ne savent pas qu'il existe, par exemple, dans notre région, plusieurs pays ont adopté des lois sur la loi d'orientation sur la société de l'information qui encadre de la gestion des données à caractère personnel aux transactions électroniques. Et ce sont des lois qui sont très contraignantes, qui obligent de la déclaration à la possibilité de pouvoir modifier ou demander la suppression de ces données-là. Mais je vous assure, si vous demandez en interne, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une loi qui existe? Là, souvent, on nous dit oui, on pense. Est-ce que vous avez fait une déclaration? Très peu nous diront oui, au début du projet ou au début quand on a installé le système. Mais est-ce que vous avez implémenté toutes les mesures qui sont requises? C'est non. Systématiquement. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une autre entreprise, par exemple, dans le cadre de la RGPD, qui les oblige à le faire, la plupart de nos entreprises ne le font pas. Alors que ce sont des dispositions légales et réglementaires qui exposent l'entreprise si jamais il y a une divulgation de données à caractère personnel de personnes
qui savent qu'il y a des textes qui encadrent et qui vont attaquer. Voilà. Donc, dans ce type de projet, il est hyper important de les impliquer. Mais je le dis souvent et je pense que je ne le dis jamais assez, il faut se faire accompagner quand on n'a pas les compétences en interne. Ce n'est pas un sujet sur Oui, lequel on peut se lever et se dire oui, on fait une oui, analyse de risque. L'analyse de risque va jusqu'au contexte parfois. Le contexte bah oui, sociopolitique d'une bah oui. organisation privée ou Mhm. publique ou de la concurrence doit même être pris en compte quand on est dans certains projets et qu'on doit déployer certaines solutions. Donc, il est hyper important de l'intégrer dans la réflexion globalement. Et pour ça, il faut être avec des gens qui l'ont vécu ou qui le vivent tous les jours pour savoir Oui, que quand on est dans ce type de projet, voilà, il faut les intégrer. Qu'est-ce qui peut motiver les attaquants à attaquer ou à faire tomber tel ou tel système? C'est hyper important. Et je finirai par dire, quand on parle de sécurité, vous l'avez dit, la disponibilité est hyper importante. On pense souvent à confidentialité, intégrité de la donnée et parfois à la preuve. Mais la disponibilité est tout aussi importante. Quand la donnée n'est pas disponible, il oui. n'y a plus de sécurité du tout. Ça Voilà. sert à rien. Il n'y a plus de sécurité du tout. Et quand on parle de Oui, disponibilité, là, les investissements qui sont requis parfois sont très importants. Et dans le cadre des projets, les budgets ne sont pas extensibles. Donc, il faut vraiment agir avec tact pour voir, OK, dans le cadre de ce projet, comment on présente au management le fait que si ce système tombe pendant une semaine, on perd des centaines de millions, alors qu'en mhm, mettant 20 millions, on arrive à sécuriser oui, à un niveau qui ne dépasse pas l'appétence de l'organisation. C'est hyper oui, important. Et ça, moi, on parle d'actualisation du risque. Parfois, mhm, il faut savoir faire peur aux managers pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils considèrent comme très éloigné de nous est tout proche et peut-être c'est à même côté. qu'il est déjà à l'intérieur de l'organisation. Je vous Oui. remercie. Merci. Mais merci à vous. Merci. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je dis souvent que ça doit commencer, et souvent je le dis aux personnes du secteur aussi public, euh, le secteur privé a beau faire plein de choses, on a besoin du cadre réglementaire. Parce que même en Occident, il faut se dire la vérité. C'est pas parce qu'ils se sont levés, ils ont dit non, la sécurité, elle est belle, on va l'appliquer. Non, c'est simplement, il y a des réglementations. Si je ne l'applique pas, je perds de l'argent. Vous avez parlé tout de suite de données RGPD. Enfin, RGPD, c'est le règlement pour les données à caractère personnel en Europe. Il y a son équivalent en Amérique, en Afrique aussi aujourd'hui, il y a certains pays qui le mettent en place. Et je sais d'ailleurs qu'au Sénégal, il y a un organisme qui s'occupe de ça, La ce qui est CDP. déjà CLP, voilà, ce qui est un bon début. Donc, par exemple, quand il y a des problèmes par rapport aux données à caractère personnel, les sanctions peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, imaginez une entreprise qui fait je ne sais pas combien, on lui prend 4% juste à cause d'un incident. Demain, il y a encore un autre, on lui prend encore 4%. Il ne va pas se permettre d'être soumis à ça. Mais aujourd'hui, nous, en Afrique, malheureusement, bon, c'est maintenant vraiment que ça commence le cadre réglementaire. C'est maintenant qu'on voit dans certains pays l'ANSSI qui est en train d'exister. Il y a des pays où l'ANSSI n'est même pas encore là et c'est encore toujours la RTP ou autre chose. Donc, euh, ils sont là, ils viennent de commencer à peine, donc ils n'ont pas les outils pour sanctionner. Et donc, les entreprises se disent, OK, on veut les données à caractère personnel, c'est ses utilisateurs. Ils s'en foutent un peu parce que les utilisateurs, ils savent pas vraiment ce qui se passe. Et au pire, si on veut le sanctionner, il va payer 0,000, je ne sais pas quoi, de son chiffre d'affaires. Il s'en fout. Donc, ça doit commencer pour moi là-bas. Ça doit commencer vraiment dans le cadre réglementaire. Donc, on parle des juristes, on parle des avocats, on parle donc vraiment la sécurité, c'est un monde vraiment pour tout le monde. Donc, moi, pour moi, ça commence là-bas. Et ensuite, quand on parle des dirigeants, par exemple, les budgets, moi, je dis toujours, ce n'est pas une histoire de budget. C'est vrai, la sécurité coûte cher, il faut le dire, mais ce n'est pas une question de budget. C'est juste une question de celui qui met l'argent sur la table, il n'est pas assez sensibilisé. Donc, et c'est ce que vous avez dit, il faut toujours commencer par, pour moi, la sensibilisation du conseil d'administration, des C-level. Et ça, c'est un truc que nous, on fait chez nous, dans notre entreprise, parce qu'on trouve que c'est important. Quand tu les parles concrètement, OK, voici ton concurrent, cette banque-là, elle a été hackée, elle a perdu temps. Et lui-même, il voit, il se dit, OK, voici ton système, voici les failles que tu as. Et ça, là, si on t'attaque, tu perds temps. En fait, il prend conscience. En fait, c'est simplement parce que ces gens ne sont pas sensibilisés. Moi, je pense qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Donc, c'est important qu'on mette aussi l'accent là-bas, en fait, comme vous l'avez dit.
D'accord. Merci Radiato. Merci également à Morado pour sa contribution. Nous avons Samé Priso qui a levé la main. On pourra lui donner la parole. Allez-y. Oui, ouvrez votre micro. Non, non, c'est Ok, pas c'est bon. erreur, hein, excusez-moi. Non, merci pour la présentation. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je tiens à rappeler que ce webinaire donne droit à 1,5 vidéos pour tous ceux qui sont membres du chapitre PMI Sénégal. Et tout à l'heure, dans le chat, un message a été transmis pour pouvoir amener un lien qui vous permettra de pouvoir renseigner vos informations. Donc, n'hésitez pas à le renseigner pour pouvoir en bénéficier de ces vidéos. Ce vidéo vous permet vraiment de pouvoir maintenir vos certifications délivrées par le PMI. Alors, moi, peut-être pendant ce temps, Radiato, ce que je pourrais demander, j'ai beaucoup compris dans cette démarche la notion de sensibilisation et je pense que la contribution de Mamadou également partait dans ce sens. Ce que je peux peut-être demander, c'est quelle peut être de façon beaucoup plus classique, quel peut être le rôle que devra avoir un chef de projet dans un projet qui touche à la cybersécurité. Je pense qu'il va falloir comprendre qu'il y aura beaucoup de notions de coordination, de communication, de supervision des équipes, mais je pense qu'il y a beaucoup un rôle de Scrum Master, si je peux le dire un peu, ce rôle-là qui va être également aussi demandé. Donc, ce serait quoi, selon toi, peut-être les tâches essentielles que pourra avoir un chef de projet? Bah, déjà, pour commencer, je pense qu'il n'a qu'à se former parce que, bon, moi, de Exactement. base, je suis ingénieure de formation en réseau télécom et sécurité. Donc, voilà, j'ai été tech avant, voilà, de rentrer dans le monde de la chefferie de projet, de la gouvernance. Mais, voilà, généralement, les chefs de projet, c'est pas forcément ce background. Donc, il faut se former simplement. Déjà, quand vous vous formez, vous savez a priori que, OK, mon projet, c'est dans tel secteur, donc en fait, on est soumis à telle réglementation, par exemple. Donc, déjà, a priori, il est capable. Moi, je me dis même, sa formation, lui, va le permettre déjà de savoir qui embaucher, de savoir quoi demander à celui qui l'embauche et de savoir contrôler ce qu'il demande, en fait. Hormis cela, il faut qu'ils s'entourent. Ça veut dire que tout ce que j'ai parlé en phase amont, les équipes fonctionnelles de sécurité. Donc, il faut intégrer en fait des équipes fonctionnelles en termes de cybersécurité, donc qui vont travailler sur la stratégie. Donc, tu as ton projet, tu te formes, tu les recrutes. Eux, ils vont se charger voilà, de faire les études qu'il faut, les analyses de risque et de te sortir une feuille de route, en fait. Il va te dire, OK, sur ton projet, il faut que tu fasses tant, 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 tant. Et donc, toi, tu t'assures maintenant de mettre en place ça. Donc, déjà, globalement, ça peut être, voilà, c'est un canevas. Et hormis même le fait de dire même de recruter ou d'embaucher, ça dépend. Si on est dans une entreprise qui a déjà une direction de ce qu'on appelle, qui a déjà un RSSI, un responsable sécurité, ou qui a une direction voilà, par rapport à la sécurité, bah, en fait, déjà, normalement, le RSSI, les process sont supposés être bien faits de telle façon que vous êtes obligé déjà de travailler en amont et c'est lui qui va être cette partie sécurité dans le projet. En gros, lui ou les gens de son équipe, en fait, qui seront cette partie sécurité. Donc, eux, ils sont formés, ils sont outillés. Donc, ils sont à minima capables de dire que tu es soumis à tant, ou s'ils ne peuvent pas le dire, ils savent comment demander à des experts externes d'accompagner par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce dont on a besoin. Après, c'est toujours, donc, comme je dis, de s'assurer que les choses sont bien communiquées parce qu'on peut bien mettre en place les éléments, mais déjà, il faut bien communiquer. Il faut bien communiquer aux parties prenantes, déjà. Il faut bien communiquer à son management. Il faut bien communiquer au sein des équipes. Il faut bien communiquer aux collaborateurs pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils puissent le faire correctement. Après, il faut, comme je dis, s'assurer de sensibiliser, de former. Donc voilà, définir les formations qu'il va falloir faire pour qui, à quelle fréquence. En fait, c'est un peu comme du run. Les formations, les sensibilisations, ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours continuer. Donc voilà, c'est former les gens, s'assurer qu'on a bien défini, en tant que chef de projet, il doit s'assurer qu'il a bien défini les bons indicateurs pour pouvoir contrôler son projet.
Voilà, donc c'est hyper important les indicateurs dès le début. Et voilà, une fois que c'est défini, s'assurer que ça meet vraiment le besoin. Il faut aussi avoir, en fait, il faut éviter d'avoir cette posture en mode, OK, on doit faire ça, il faut qu'on le fasse, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit faire ça, mais il faut se mettre aussi à la place des utilisateurs et voir comment est-ce que moi, je peux toujours détailler le truc de telle façon que ça soit plus facile pour lui de le faire dans son day-to-day. Sinon, comme je dis, tu vas toujours mettre en place un projet qui coûte cher, mais les gens ne vont pas adhérer. Et ça ne sert à rien aussi. Donc voilà, c'est hyper important de savoir comment faire les compromis, de savoir identifier les points bloquants. Ça, c'est aussi un vrai problème en tant que chef de projet. C'est que parfois, on a des gens, moi j'ai déjà eu un cas sur un secteur, un leader des resources en France. En fait, il y avait quelqu'un qui était un chef, en fait, qui boycottait la solution parce qu'il a eu une mauvaise expérience dans son ancienne vie professionnelle avec une certaine solution. Donc, pendant des années, le gars, il a bloqué. Le projet coûtait des millions de dollars, mais l'exécution ne pouvait pas passer. En fait, on a après compris que c'est lui qui posait problème. Genre, c'était lui qui était le vrai blocus. Donc, vous le prenez en aparté. Vous le prenez en aparté, vous essayez de comprendre. Et c'est souvent lié à la personne. C'est pour ça que, bon, le pro n'est pas souvent très dissocié du perso, mais on se rend compte qu'en fait, c'est lui qui a une mauvaise expérience. Mais OK, il a une mauvaise expérience. Tu vas faire quoi? Tu vas aller dire à ton management, non, mais c'est lui, et puis ça n'avance pas. Non. Tu te dis, OK, il boycotte pourquoi? Il ne comprend simplement pas. En fait, quand les gens n'adhèrent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas souvent. Voilà. Donc, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce que moi, je fais en tant que chef de projet? Je m'assure de mettre en place, d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Ne pas lésiner à faire des démos, donc de travailler avec, quand c'est par exemple des solutions techniques, ne pas lésiner à travailler avec des éditeurs pour monter des démos. C'est des choses qu'ils savent faire aussi, hein, pour pouvoir le convaincre, en fait, et tout. Et ça prend du temps, je ne refuse pas, mais à force de faire ça, au bout d'un moment, vous allez trouver quelqu'un qui est finalement OK avec vous et il va devenir même votre steward, en fait, de la sécu. Donc, moi, je pense que c'est les tips globalement qu'un chef de projet, voilà, c'est des choses qu'il doit faire, quoi. OK, merci Radiato encore une fois de plus. Je pense que ça résume un peu aussi la volonté du chapitre que nous sommes, hein. Nous sommes une association de gestionnaires de projets et qui est des associations, on a tous besoin d'être formés et par ces réponses dont tu as pu aborder, j'en comprends qu'il y a vraiment des compétences que nous on appelle les Power Skills qui sont rattachées au métier de gestionnaire de projet. La gestion des compromis, la formation, la négociation, la gestion des conflits, la communication. Je pense que tous ces éléments-là rentrent vraiment, vraiment en ligne de compte. Et il est très important aussi pour nous de pouvoir se former par rapport au métier. Je pense que là, on parle de cybersécurité. Donc, c'est un domaine qu'il faut qu'en tant que chef de projet, sur un projet de cybersécurité, que nous devons vraiment nous approprier afin de pouvoir permettre de pleinement bien jouer ce rôle de chef de projet. C'est ce que moi, je pourrais noter. Est-ce qu'il y a des Voilà. questions? Et ce Vas-y. que je dirais d'ailleurs pour compléter, c'est pas que sur un projet que de sécu, mais c'est vraiment quand vous avez un projet qui est numérique. Je prends un exemple banal. Aux États-Unis, il y avait un projet par rapport à l'eau, mais en fait, on devait faire des études. Donc, ça veut dire que recueillir de la donnée, en fait, et donc, on travaille sur du numérique. Donc, naturellement, ce projet devient un projet où il faut intégrer la cyber et tout. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire pratiquement plein de projets. En tout cas, dès qu'il y a du numérique, voilà, on a une composante cyber, en fait, qu'il faut intégrer. Top. Est-ce qu'il y a des questions et des contributions? Sinon, je pense qu'on pourra peut-être passer à une prochaine étape. S'il n'y a pas de questions, peut-être on pourra peut-être donner encore à Diato la parole pour peut-être donner un mot de clôture, peut-être un mot de conclusion sur la thématique qui a été abordée. Moi, je pense qu'au niveau du chapitre, on était très ravis de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de la cybersécurité rattachée à la gestion de projet. Je pense également que l'ensemble des participants ont pu en connaître davantage sur ce rapprochement qu'il faut faire et d'intégrer la cybersécurité dans le cycle de vie de la phase projet. Et j'avoue que cela a été bénéfique pour tout un chacun d'entre nous. Beaucoup de retours d'expérience
je pense que cela va nous servir également davantage. À la fin de la session, je pense qu'on pourra bénéficier de ta présentation, si tu le permets, pour que nous puissions le partager à l'ensemble des participants. Et pourquoi pas, évidemment, vous recommander peut-être une autre proposition, partager ton profil LinkedIn pour que des personnes puissent networker également avec toi et pourquoi pas bénéficier de ton expertise, de ce que tu as déjà fait dans ta carrière professionnelle. Avec plaisir. Déjà, merci pour cette opportunité. Je pense que c'est hyper important ce genre d'initiative, voilà, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des choses. Donc, c'est bien, c'est cet environnement-là pour permettre de partager avec les autres, donner des outils en plus à tout un chacun pour voilà, mieux faire son travail, tout apporter vraiment une plus-value. Donc, voilà, merci encore pour l'invitation. Après, oui, bien sûr, la présentation, c'est fait pour ça, je vais vous la partager. D'ailleurs, on y trouve aussi le lien par rapport à mon profil LinkedIn. Donc, bon, globalement, nous, dans notre structure, voilà, on a le cabinet, comme vous l'avez dit, on est basé à Paris et aussi en Afrique, voilà, où on accompagne les entreprises à mettre en place tout ce qui est dans le conseil et l'intégration de solutions de cybersécurité. Mais on se donne vraiment on fait vraiment un focus aujourd'hui sur, surtout en Afrique, sur la sensibilisation, la formation. Parce que comme je dis, si j'ai un maître mot à dire, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Tout le monde a besoin de formation. Les juristes en ont besoin, tout le monde, quel que soit votre cœur de métier. À cette ère du numérique, là, vous ne pouvez plus faire ça, en fait. Donc, à minima, formez-vous personnellement, formez vos équipes et tout. Et je pense que le reste se suivra simplement. D'accord. Merci encore également à toi. Je pense que je le réitère au nom du chapitre, au nom des membres du bureau du PMI Sénégal. Nous te remercions vraiment pour ta disponibilité et ce retour d'expérience dont tu as pu nous partager durant ce webinaire. Alors, je ne sais pas si là, le responsable ou le volontaire volet communication est là, il pourra peut-être rapidement nous donner quelques informations sur les activités que nous essaierons de dérouler courant ce mois de mars. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Michael, bonjour Adiatou, excellente présentation. Je pense que j'ai appris beaucoup aujourd'hui sur la cybersécurité, surtout le rapport entre la cybersécurité qu'on peut faire entre la cybersécurité et le project management. Et j'en suis ressorti grandi et puis voilà quoi, c'est sûr que bon, je vais continuer à faire mes recherches par rapport à ça. Et je remercie aussi au passage le PMI pour nous avoir offert cette occasion qui est, je vais dire, une première dans ce mois. Mais cela dit, il y a plusieurs autres activités qui sont encore prévues, notamment le PM XPO, qui est une activité, je vais dire, globale du PMI Virtual Experience Series, qui va se dérouler le 21 mars prochain, qui donnera droit à 9 PDUs. Et en fait, cette activité, c'est vraiment, il sera mis au centre de la discussion le futur du métier de project manager. Vous voyez, donc vous aurez plein de personnes enfin, de haut calibre, des personnalités qui vont vraiment parler de c'est quoi l'avenir du project management aujourd'hui, ici bien en Afrique qu'ailleurs, dans le monde entier. Donc, c'est une expérience à ne pas vraiment rater. Nous allons partager dans notre groupe, dans le groupe du PMI Sénégal, le lien d'inscription afin que tout le monde puisse s'inscrire et vraiment prendre part à cette session inédite. Il y aura Abdelaziz et Bobby Jones, il y aura le président du PMI, il y aura aussi Madame Lanka Pinkot qui seront de la partie et qui nous entretiendront de 14h carrément jusqu'à 18h. Après, nous avons aussi la seconde activité. Mais Michael, pour la seconde activité, tu peux...
Oui, qui est le non, c'est PMI passé. West Africa Day, voilà, qui est le PMI West Africa Day, qui regroupe les chapitres africains du PMI sur des thématiques diverses. Et nous aurons 8 pays, oui, 10 qui seront présents. Il y a notamment le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Angola, le Niger, un invité, le Cameroun et le Libéria. Et ça sera placé sous le thème de Navigating Career Horizon, Exploring Opportunities in Project Management and Beyond. C'est-à-dire, on va explorer en fait les opportunités dans le project management, surtout dans notre zone. Et ça aura lieu le 23 mars 2024, samedi 23 mars 2024, de 10h à 12h. Vous aurez droit à 2 PDUs. Donc, voilà pour les informations clés du mois. N'hésitez pas à y participer, n'hésitez pas à vous inscrire pour ces activités. Vous aurez droit à non seulement des PDUs, mais vous aurez aussi droit à du renforcement de capacité, du réseautage et autres. Donc, n'hésitez pas, je vous remercie. Merci Silas pour le planning des activités restantes pour ce mois de mars. Il faut dire également que ces activités sont certes en ligne, mais elles sont très importantes pour ce qui est du développement professionnel de tous ceux qui sont membres d'un chapitre PMI et c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vraiment en bénéficier, à profiter pour pouvoir vraiment vous former. Alors, notre webinaire tire à sa fin. Je réitère encore des remerciements à l'ensemble des personnes présentes et surtout à notre intervenant de ce jour, Radiato, qui nous a vraiment distribué une thématique extrêmement importante dans notre métier. Nous espérons que vous avez apprécié cette thématique. Nous vous encourageons également aussi à remplir le formulaire qui donne droit à des PDUs, mais aussi qui permettent aussi d'évaluer l'ensemble de nos activités. Donc, sur ce webinaire, ce serait bien que vous nous donnerez également votre feedback par rapport au thème qui a été abordé, par rapport au speaker, et également aussi nous faire également des propositions dans un but d'amélioration continue. Donc, merci encore à tout un chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Très bon mois de Ramadan, je pense à tout un chacun et chacune d'entre vous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres activités, celles virtuelles et pourquoi pas en présentiel, si Dieu nous le permet. Merci à vous et que portez-vous bien. Le formulaire est dans le chat. Voilà. Merci Radiato encore et puis on essaiera de garder le contact et pourquoi pas on se présentera sur une autre thématique certainement. Ça marche. Merci beaucoup. Bon week-end. Au Merci. revoir. Bon week-end à tous. Not enough to make it a split. How you doing, girl? I'm terrific, actually. Now the seat and I stood up. Fine, y'all all knew you was cheating on me. Now I know, and now I'm free. Well, good for you.